Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 28 février 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, l'esprit de Anne Hébert se déploie maintenant dans la nouvelle bibliothèque de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On en parle entre autres en studio avec le maire Pierre Delbecq. À Lac-Sergent, la mobilisation citoyenne pour la protection du lac, initiée par la municipalité et la CAPSA il y a maintenant un an, porte ses fruits. Le maire Yves Bédard sera avec nous. 3 hommes d'affaires de Portneuf se mobilisent pour amasser 100 000 $ au défi Tête rasée de Leucan dans Portneuf. L'Association des personnes handicapées de Portneuf utilise l'humour pour démontrer la réalité de l'accessibilité universelle des lieux publics. 15 organismes du territoire de la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine se partagent 116 000 $ du Fonds d'aide au développement du milieu et le Zoom bâton de la Maison Mirepi permet d'ajouter plus de 100 000 $ dans ses coffres. Bonne émission. Tout d'abord, petit suivi du délit de fuite mortelle à Saint-Marc-des-Carrières qu'on vous a parlé la semaine dernière suite à la diffusion de la vidéo montrant une camionnette foncée passée en face d'une station-service. Les policiers ont reçu des informations du public qui reconnaissaient le véhicule et son propriétaire. Les enquêteurs ont rencontré le propriétaire et il s'avère que la camionnette était conduite par une dame qui aurait été impliquée dans la collision mortelle. Le véhicule démontre également des traces de la collision survenue dans la nuit du 19 février. La conductrice, une dame dans la cinquantaine et originaire de la MRC de Portneuf, a été arrêtée puis relâchée par la Sûreté du Québec. Il s'agit donc de la principale suspecte dans cette affaire et le dossier est toujours entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Aucune accusation n'est portée encore dans ce drame qui a enlevé la vie au jeune Kevin Arcan, 26 ans, de Saint-Raymond. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le jeudi 21 février dernier avait lieu l'inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale et scolaire, en fait Anne Hébert, maintenant rattachée à l'école primaire des Explorateurs sur la rue Désiré-Junot, un nouveau quartier familial où on retrouve aussi un centre de la petite enfance. Après 33 ans au centre socio-culturel Anne Hébert, sa relocalisation et une nouvelle construction étaient rendues nécessaires et offrent maintenant plus d'espace et on imagine plus de services pour un investissement public de quelques 2 millions de $. Depuis le début du mois de février, les résidents de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et du lac Saint-Joseph peuvent utiliser gratuitement les services de la nouvelle bibliothèque et peut-être y œuvrer comme bénévoles. Pour nous en parler et d'autres projets à venir, nous accueillons le maire de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, Pierre Delbecq, en studio. Bonsoir, M. Delbecq. Bonsoir, ça va bien, Michel? Oui, ça va très bien. Merci de votre présence en studio ce soir. C'est toujours un plaisir. Gros projet, bibliothèque qui date quand même depuis quelques années. C'était comme une promesse électorale quelque part du temps. C'était un gros défi à relever quand même, ce projet. Oui, considérant en plus de ça l'ampleur quand même du projet versus la grosseur de la ville. Oui. Parce que c'est quand même une bibliothèque, c'est ça que je disais aux bénévoles, puis j'ai dit aussi quand on a fait l'inauguration officielle, trouver une municipalité de 8000 habitants avec le genre de bibliothèque qu'on a, ça ne court pas les coins de rue. C'est sûr. Puis ça a été ardu parce qu'elle nous avait été octroyée par le gouvernement péquiste dans le temps. Ouais.
Après ça, quand le gouvernement libéral est arrivé, on l'a perdu. Fait que là, repartir de là, il fallait repartir assez loin pour réussir à l'avoir. Mais en fin de compte, tout a bien été, puis on l'a livré là, le 31 janvier aux citoyens. On a fait l'inauguration officielle récemment, comme tu disais. Ben oui. Puis ça a été un très, très beau travail. Ce que j'ai encore eu beaucoup de plaisir, c'est, d'ailleurs, je les remercie, Mireille et les bénévoles, tout ce qui s'appelle d'avoir fait, dans le fond, enlever les livres à l'ancienne, mettre ça dans des rackings spéciaux. Quand c'est arrivé là-bas, tout refaire, c'est tous des bénévoles qui ont fait ça. J'ai pas eu une scène à dépenser au niveau de toute la mise en boîte, puis c'était pas en boîte, là, mais c'était en chariot. Oui. Je les remercie encore sincèrement. Ils ont fait un travail extraordinaire. Je leur avais dit dans le temps, d'ailleurs, je trouve ça le fun que vous le faites, parce que vous allez vous approprier la bibliothèque avant de rentrer dedans. Oui, exactement. Et c'est une entente intermunicipale aussi? Oui, c'est une entente intermunicipale avec Fossambeau et Lac-Saint-Joseph. Ça, c'est intéressant aussi, parce que Lac-Saint-Joseph, on avait déjà l'entente. Ouais. Fossambeau, on ne l'avait pas, parce qu'il y avait déjà, eux autres, une espèce de mini-bibliothèque. Quand Jean Perron est arrivé en poste, ça promet une des premières choses qu'il m'a parlé. Il dit, j'aimerais ça qu'on... Je dis, moi, j'ai pas de problème, Jean, là, gars, c'est un beau bâtiment, puis c'est neuf en plus, il est en bois. D'ailleurs, on ne va pas participer au prochain concours. Là. Il y a un concours pour ça, les bâtiments en bois. Oui, c'est vrai. On va s'inscrire parce que je pense qu'on a réellement quelque chose de bien. C'est une entente effectivement intermunicipale. Avec les deux municipalités concernées, on a quand même pas mal d'ententes de genre. Là. Ça va bien. Ouais. Il y a une belle synergie, une bonne complicité. Puis, et avec la commission scolaire de la capitale aussi. Ça a été... Manon en a parlé, moi j'en ai parlé. Ça a été un plaisir énorme de travailler avec eux autres. Il y avait une belle complicité. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on se parlait, ça se réglait immédiatement. Ils ont été en arrière de nous autres tout le long. On a même eu des surprises à la fin parce qu'on a eu un montant de 25 000 annuel pour nos frais d'opération. Par la commission scolaire? Oui. Okay. Et après ça, ils nous donnent aussi un autre montant annuel pour les livres. OK. Fait que c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Fait que ça a été pas mal agréable. Manon a fait un beau travail. La permanence, Richard, tout ça, ça a été... les deux permanences s'entendent bien pour ça parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille avec la commission scolaire. Mais ça a été très, très bien, franchement. Là, ça a été agréable. Et vous mettez l'accent aussi beaucoup sur l'histoire d'Anne Hébert. Oui. Et, parlez-nous justement d'Anne Hébert, parce qu'Anne Hébert est partie de Paris en 1986 pour assister à l'inauguration de la bibliothèque et du centre culturel. C'était assez spécial à part ça, parce qu'on a eu quand même une artiste extraordinaire du temps qui est Anne Hébert pour faire l'inauguration. Et celle qu'on a faite, c'est Marcus Billard qui est avec nous autres, qui a quand même une renommée internationale pas mal élevée. Non, Anne Hébert, moi, c'était sacré. On en a parlé pas mal. C'est sûr que Lise, elle, on garde le nom Anne Hébert. Au niveau des discussions qu'on avait, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est le centre Anne Hébert, on pourrait laisser ça de même, puis nommer la bibliothèque autre chose. Pour moi, c'est infaisable. C'est impensable. Non, gars. C'est une artiste. C'est quand même une poétesse. C'est ça. Fait que pour moi, ça faisait pas de sens. Fait qu'on va changer tout ça. Le nom, le Anne Hébert va rester le centre Anne Hébert. Puis la bibliothèque, après, ça a une vraie forme, bibliothèque Anne Hébert. Fait que ça, pour moi, c'était irrévocable. Oui. Avec le centre socioculturel, en fait, l'ancien locaux, vous en faites une salle de conseil? Oui, ça, je vais t'en parler dans les projets de conseil qui s'en viennent, là, mais on fait tout, on le refaçonne effectivement, une salle de conseil, on le relocalise, nos employés des loisirs là. Donc, on refait carrément le bâtiment à l'intérieur. La bibliothèque, en fait, quels sont les principaux services? Est-ce que vous avez ajouté des services comparativement? Là, on va le faire sous peu. Là. Quand on a déménagé avec l'équipe qu'on a actuellement. Là, on est en processus d'engager une deuxième personne permanente. Puis, parce qu'on a pas mal de demandes. Je vais t'avouer bien honnêtement, là, je ne pensais pas que ça aurait un impact comme ça. Ça a commencé avant les fêtes parce qu'on ne voulait pas déménager trop de livres. Fait qu'on avait donné une chance au monde d'en prendre beaucoup plus. Il y avait le droit jusqu'à 30. Puis quand ils sont revenus, les portées, c'est là qu'on a vu, oups, on va avoir un problème à quelque part. Fait que Lise a déjà, le processus est commencé. Normalement, si ma mémoire est bonne, est supposé commencer mi-mars. Puis bénévoles, bien, encore là, on a une surprise. Il y a certains bénévoles de Fossambeau qui ont transféré chez nous. Ils veulent venir travailler à la bibliothèque. Puis, est-ce qu'il y a encore de la place pour les bénévoles, j'imagine? Oui. Il y a toujours de la place pour des bénévoles. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, t'as beau avoir un certain nombre, il reste quand même qu'il y en a qui en font un peu moins que d'autres. Fait que c'est toujours les mêmes qui en font plus. Ouais. Mais globalement, je me considère très chanceux. Là, je le dis tout le temps quand je viens ici puis quand je parle aux journalistes. J'ai à peu près 550 à 570 bénévoles sur le terrain pour toutes nos activités confondues. Si je n'avais pas ça, il n'y a rien qui se passerait à Sainte-Catherine. C'est pas vraiment compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Puis la bibliothèque, c'est quand même 3 fois la superficie, c'est 730 mètres carrés.
Fait que ça, encore là, moi, j'avais peur au début parce que je regardais les rayonnages, parce que j'ai suivi le chantier tout le long. Je dis, ça va avoir l'air vide. Puis, en fin de compte, on a très bien arrangé ça. Puis, on a eu 2 nouvelles collections qui ont bien rentré. Mais on ne pensait pas être capable de les mettre en rayon avant, puis on était capable. Comment se partage, en fait, la bibliothèque entre le milieu scolaire et... Bien, ils nous donnent les grilles, tout simplement, auxquelles ils veulent venir à la bibliothèque. OK. Nos gens sont là, nos bénévoles sont là, on les accueille. Puis c'est comme dans le fond, si c'était des groupes qui venaient tout simplement à la bibliothèque. Là. Ouais. Fait qu'il y a une très belle entente, ça va bien à date. Puis les profs sont réellement contents. Les gens doivent être membres? Est-ce qu'il faut être membre de la bibliothèque? Non? Personne citoyen? Oui. OK. Ben, vous venez chercher votre carte. Là, OK. Puis après ça, ben, vous avez le droit de prendre les livres. OK. Est-ce que vous avez aussi des espaces numériques pour... Oui, ça, c'est Desjardins qui nous a fait un don pour tout. On va les tablettes, tout. D'ailleurs, la bibliothèque est toute fichée pour le numérique, partout. Okay. Donc, tous les murs, là, il y a des fiches réellement là, pour à peu près tout ce qui existe au niveau fichage. Ouais. Desjardins nous a fourni des choses pour le coin jeunesse et tous les iPads, puis ce qu'il va y avoir, ça en vient là. Coin jeunesse, ben, on a 2 coins. On a un coin jeunesse, donc préscolaire. On l'a vu d'ailleurs à les tables, mais là, on a des poufs qui s'en viennent pour nos ados, qui est l'autre bord. Okay. Une espèce de gros pouf que tu t'assieds dedans. C'est encore là, c'est une dimension qui est plus agréable. C'est très convivial. C'est une bibliothèque, mais elle n'est pas aride. Quand tu rentres dedans, c'est très lumineux. Bon, on a vu des images. C'est quelque chose. C'est vraiment très beau comme concept. Là, hein. C'est un beau concept. Le constructeur est très bien travaillé. C'était un plaisir de travailler Construction Bossé. Puis ça a donné un très beau produit. Oui, parce que ce secteur-là, en fait, avec l'école, la bibliothèque et le CPE juste à côté, ça devient un petit quartier familial quand même. Oui, puis encore là, je vais te dire une affaire tantôt. L'avenue de la Catherine, c'est le développement sud-est qui va commencer là. Fait que ça va passer carré dans ce coin-là aussi. Tu sais, dans le fond, quand je suis arrivé comme maire, moi, j'ai pris un peu ce qui était l'ancien centre-ville de Sainte-Catherine, je l'ai bougé en haut avec le commercial. Puis là, ben, j'étais en train de refaire en bas au complet avec Place de l'Église, le Grand Héron et tout ce qui s'ensuit. Ça va me donner réellement 2 pôles agréables. Un pôle très familial pour toutes les activités qu'on peut avoir sur le territoire de Sainte-Catherine. Puis en haut, ça va être réellement le centre-ville, le commercial et tout. Mais ça amène quand même du développement. Là, notre fameux sud-est, c'est quand même sur 10 ans, 190 portes. Là. Fait que, puis là, on commence, on ouvre la rue de Catherine au printemps. Là. OK, au printemps. Justement, parlons peut-être des défis à relever là, pour cette année, en fait. Honnêtement. Les coûts que je vais te donner, ce n'est pas des coûts nets, là, parce qu'il y a des subventions des places, puis il y a des promoteurs. Bon, il y a l'avenue des Catherine qu'on rouvre, parce qu'on a le projet des maisons pour les personnes âgées. Qu'on est en train de travailler actuellement. Donc, on va la rendre réellement à la place où ce qu'on peut avoir l'entrée pour le terrain qu'eux autres vont avoir. Après ça, c'est naturellement les promoteurs qui vont avoir la responsabilité de s'amuser et avancer par en avant. Pour nous autres, c'est quand même, par exemple, 1 200 000. Il y a des promoteurs qui payent certaines affaires là-dedans, là, mais c'est un des gros morceaux. Parc industriel, on a 2 rues qu'on rouvre, la parallèle, qu'on parlait l'année passée, et la perpendiculaire. La parallèle, c'est elle qui va s'en aller réellement en parallèle avec Fossambeau. Puis perpendiculaire, elle va s'en aller, puis elle va couper le parc industriel en 2. OK. Carrément. Et là, d'ailleurs, l'aréna va être d'un bord, puis on a un autre projet avec une autre entreprise pour l'autre côté. OK. Que ça, on fait ça, c'est 632 000 plus 400 000. Après ça, on a la réfection, effectivement, de l'ancienne bibliothèque. Donc, comme je disais tantôt, on déplace toute notre permanence des loisirs et de la culture là. Et on va avoir une salle du conseil permanente, 200 000. On a le terrain de tennis qu'on refait avec l'éclairage, 190 000. Les terrains de balle qu'on refait avec l'éclairage, 200 000. On refait aussi les bâtiments pour les Zamboni dans le parc du Grand Héron, de 250 000. Il est assez spécial pour ça. La 5e étant aérée, bien ça a été réellement notre coup dur. On a eu des problèmes avec un des revêtements, il s'est effondré. Au lieu de nous coûter 2 400 000, on va monter à 3 millions. Puis on n'a aucune subvention dans celui-là. Ça a été une claque, celle-là. Ça n'a pas été... À cause? Est-ce qu'il y a une cause? On ne le sait pas encore. Là. On a eu une décision à prendre parce que le 600 000, on aurait pu attendre. Mais si j'attends mon 5e étage, l'environnement ne va pas me donner mes CA. Si je n'ai pas mes CA, je bloque mon développement. Fait que là, on s'est dit, on va le mettre à 600 000. On l'a passé au conseil d'ailleurs lundi. Puis on verra avec ça, après ça, qui on va poursuivre. Parce qu'il y a un responsable à quelque part, c'est sûr. Là. Mais disons que je n'aurais pas eu besoin de ça. C'est sûr. J'aurais aimé mieux mettre le 600 000 d'ailleurs. Après ça, il y a la route Jacques-Cartier, Osmonde jusqu'à Vanier, qu'on commence au printemps, 6,5 millions.
Ça, là-dessus, par contre, on a pas mal de subventions. Et on a fait des achats de réserves foncières des terrains pour 3,5 millions pour différentes raisons que je ne peux pas dire ce soir. Okay. Mais il y a le terrain de l'Arena là-dedans, mais il y a 2 autres terrains aussi qui sont utilisés, mais je ne peux pas dévoiler rien. Ouais. Les 2 gros projets que moi, je mets beaucoup de temps dessus et qui me tiennent énormément à cœur, c'est les résidences pour les personnes âgées. Ben oui. Ça va bien. On finalise l'achat du terrain normalement dans les 2 prochaines semaines qui s'en viennent. Puis on est avec M. Mariage là-dedans, puis un groupe de Montréal. Ça avance quand même assez bien. Ça pourrait voir le jour... D'ici 2 ans. D'ici 2 ans. Ouais. Moi, je pousse à mort, là, parce que j'aimerais ça l'avoir avant. Arena d'ici 2 ans aussi? Aussi. L'Arena, on a eu un refus pour la première subvention. Puis je suis pas mécontent, parce que la bibliothèque, c'est ce qui nous était arrivé. Puis en fin de compte, comme on dit, il y a toujours un positif ou un négatif. Exact. On s'est ramassé avec le programme fédéral-provincial. Au lieu d'avoir 50, on a eu 77. Fait que là, l'Arena va probablement s'en aller dans le même type d'environnement. Fait que en tout cas, je ne peux pas toutes les avoir. Non, c'est sûr. Vous avez un nouvel écocentre aussi? Oui, il s'en vient au printemps. Avec la régie? Oui, avec les régies. Le parc industriel, d'ailleurs, encore là, c'était assez spécial parce qu'on était dans la phase 3 l'année passée. Puis en fin de compte, on a ouvert la phase 4, ce qu'on n'était même pas supposé faire. Ouais. Fait que là, j'ai même un problème. J'ai parlé à Pascal il n'y a pas longtemps. J'ai dit, dans le nouveau développement qu'on va rouvrir, mon beau Pascal, c'est bien de valeur, mais le début du développement, là, il y a du résidentiel qui est là, tu vas me pousser, puis on va mettre du commercial, parce que moi, je vais avoir des problèmes tantôt. Oui, c'est sûr. Non, ça va très, très bien, honnêtement. La municipalité va bien. Je pense que dans les journaux, vous l'avez vu, on a été nommé 6e au Québec pour la vitalité économique. Ben oui. Là, on a eu coup de cœur au niveau de la rue des Catherines de la part du ministère de la topographie. Ben oui. Non, c'est le fun, ça va bien. Content. Très content. Alors, Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, merci beaucoup de ce bilan positif passé et à venir. Oui, monsieur. Pierre Delbecq, donc, merci beaucoup, Michel. De Sainte-Catherine. La Caisse des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a dévoilé ce mardi soir au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond les récipiendaires de l'aide financière accordée par le Fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds, qui s'élève à 185 000 $, est issu de la ristourne collective que les membres votent en Assemblée générale annuelle. 15 organismes se sont partagés un montant de 116 000 $ pour la réalisation de leur projet et les montants varient entre 1 000 et 75 000 $. Les quelques 70 000 restants du Fonds d'aide servent à soutenir les élèves des écoles du territoire de la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine par différentes bourses ou projets scolaires. 21 projets avaient été soumis au comité de sélection en 2018 pour des investissements totaux de 400 000 $. Fossambeau-sur-le-Lac obtient 75 000 sur 10 ans pour financer une partie du nouveau centre communautaire et multifonctionnel qui pourrait voir le jour à la fin de 2019. Le Camp Portneuf de Saint-Raymond reçoit 21 000 pour financer une partie de la rénovation extérieure du bâtiment qui abrite la cuisine et la cafétéria. Le centre vacances du Lac-Simon à Saint-Léonard reçoit 21 000 $ pour rénover le plancher de la Gentilhommière, le principal bâtiment patrimonial du centre vacances. La FADOC de Sainte-Christine d'Auvergne reçoit 12 000 pour la création d'une cuisine collective ouverte à la communauté. La bibliothèque de Sainte-Christine d'Auvergne reçoit 10 000 $ pour son projet de transformation de la bibliothèque en maison de la culture dans le cadre du 125e anniversaire de la municipalité en 2020. Le club nautique Saint-Louis à Lac-Saint-Joseph reçoit 10 000 pour l'ajout de terrain de basketball sur son site. La corporation nautique de Fossambeau, 6 000 $ pour l'achat d'un voilier de taille moyenne pour les enfants de 8 à 10 ans et de planches à voile. Les coopératives jeunesse de service de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier et de Saint-Raymond reçoivent 5 000 $ chacune pour la saison 2019. La clinique médicale de la Vallée à Saint-Raymond reçoit 5 000 $ pour la gestion des locaux et des services. Et on a appris que la clinique médicale ouvrira ses portes ce lundi 4 mars. La télécommunautaire portneuvoise CJSR à Saint-Raymond reçoit 5 000 pour une nouvelle caméra HD. La Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, 4 500 pour aménager une terrasse extérieure. Le comité d'orientation et de dépannage de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, 1 800 $ pour l'achat de congélateurs pour conserver des produits qui proviennent des cuisines collectives et en nouveauté du marché d'alimentation IGA de Sainte-Catherine. L'école de musique Kapellmeister de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reçoit 1 500 pour l'achat d'instruments de musique et le Carrefour FM Saint-Raymond, 1 000 $ pour l'achat d'équipements audio.
À la marina du quai de Portneuf, ce jeudi matin, le président du conseil d'administration du fonds Aluminerie de Deschambault et directeur de l'usine, Pascal Rochette, a dévoilé les projets financés par le fonds pour l'année 2018. Le projet d'aménagement et de mise aux normes du parc école de l'école du Phare à Deschambault de la commission scolaire de Portneuf reçoit 95 000 sur un projet évalué à 200 000. De nouveaux modules de jeux psychomoteurs et balançoires ont été installés. Une salle de cours extérieure sera aménagée au printemps et les responsables prévoient une ouverture officielle en septembre prochain. Le Carrefour Jeunesse Emploi reçoit un peu plus de 37 300 $ pour son projet misé sur la relève version 2.0 qui aura permis à 2 étudiants une meilleure intégration au travail comme guide dans les secteurs du tourisme et de la culture à Deschambault-Grondines et à Ville de Portneuf. La Ville de Portneuf et l'organisme Reg Art Portneuf reçoivent 35 600 pour le concept Portneuf Click. C'est un créneau culturel autour de la photographie et divisé en 4 sous-éléments: optique Portneuf, d'hier à aujourd'hui, coup d'œil et clic ado. Et la MRC de Portneuf reçoit 39 000 $ pour le festival de la banquise qui entourait la dernière course de canot à glace au quai de Portneuf. Les organisateurs travaillent sur la présentation d'une 2e édition en 2020. Le président du fonds, Pascal Rochette, a profité de l'occasion pour donner une nouvelle image à la démarche du fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables en rebaptisant la démarche « Mes idées, mon avenir », doté d'un nouveau site web et une page Facebook. Le prochain forum citoyen se tiendra le dimanche 24 mars à l'école du Parc, à l'école du Phare plutôt, de Deschambault. Et soulignons aussi dans un autre dossier que la Ville de Portneuf et le ministère fédéral des Transports se réuniront sous peu, c'est-à-dire au début du mois d'avril prochain, dans le processus de transfert des installations portuaires du fédéral à la Ville de Portneuf. La MRC de Portneuf a été mandatée pour rayonner le secteur agroalimentaire et agro-touristique de la capitale nationale et de Lévis au futur Grand Marché de Québec, qui ouvrira au mois de juin prochain. Le Grand Marché de Québec est actuellement en construction sur les terrains d'Expo-Cité dans l'ancien pavillon du commerce. Une trentaine de marchands occuperont les lieux. 3 kiosques comptoirs mobiles seront aménagés pour promouvoir et valoriser des produits locaux, des activités ou des événements agroalimentaires de la grande région de la capitale nationale et de Lévis. Aucun produit ne sera vendu dans ces kiosques mobiles, mais des dégustations pourront être offerte aux visiteurs. Une personne a été embauchée par la MRC de Portneuf pour gérer et coordonner le tout. Amélie Pagé travaille actuellement à définir le plan de match qui sera déployé pour promouvoir le secteur agroalimentaire et agrotouristique de la capitale nationale et de Lévis 7 jours sur 7 en collaboration avec les intervenants des MRC concernés et les villes de Québec et de Lévis. Soulignons que la Cerizay, la Belle des Bois, durant Petit Capsa à Neuville et le producteur de volaille de Donnacona, Volaille Exquise, sont les 2 seuls producteurs de la MRC de Portneuf qui seront présents en permanence au Grand Marché de Québec. Ce projet est issu de la stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires mise en place par le Forum des élus de la capitale nationale qui regroupe 17 élus de l'agglomération de Québec, de la ville de Lévis, de la nation Huron-Wendat et des MRC de l'île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier, de Portneuf, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. La stratégie prévoit la réalisation de 14 projets. Rappelons que la MRC de Portneuf s'est particulièrement distinguée dans les secteurs agroalimentaires et forestiers, la biomasse, depuis la création du Forum des élus. C'est le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreau, et le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, qui siègent au sein du Forum. 3 hommes d'affaires de Portneuf se mobilisent pour amasser 100 000 $ dans le cadre de la 9e édition du défi Tête rasée de Leucan dans la région de Portneuf pour soutenir les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. Charles Lessard, propriétaire d'Au Chalet en Boiron à Sainte-Christine d'Auvergne, Christian Giguère de Machitech Automation à Saint-Marc-des-Carrières et Carl Moras, chef brasseur de la micro-brasserie du Roquemont à Saint-Raymond, ont accepté la coprésidence d'honneur de cette campagne de souscription qui vise à mettre un prix à ces cheveux qui tomberont sous les lames du rasoir. Écoutons les raisons qui ont motivé Charles, Christian et Carl à soutenir la cause.
La raison majeure, moi, dans mon cas, c'est j'ai 4 enfants. Je me considère très chanceux d'avoir des enfants en santé. C'est peut-être plate dans le contexte d'aujourd'hui de le mentionner, mais c'est que finalement, ben, j'ai le goût de redonner. Après, on a tout quelqu'un qui a vécu ces maladies-là dans notre entourage. On est affecté. C'est difficile pour les familles, c'est difficile pour ceux qui sont touchés. Puis, j'ai fait tout en mon possible pour vraiment tout comprendre c'est quoi la dynamique de Leucan. C'est sans hésitation que j'ai accepté, un petit peu pour les mêmes raisons que Charles. J'ai 3 enfants en santé, puis je me suis toujours considéré chanceux. Puis quand ils m'ont demandé ça, ben, je me suis regardé et j'ai dit c'est sûrement pas pour mes cheveux que vous me demandez ça. Fait que le but, c'est de ramasser des fonds pour aider les familles. Puis pour moi, c'est un automatisme d'accepter la présidence d'honneur pour faire aller un petit peu nos contacts. Puis on est chanceux dans la vie. Puis comme disait Charles, c'est de redonner au suivant. Fait que l'objectif, là, c'est de ramasser le plus de fonds pour aider le plus de familles possible dans Port-Neuf. C'est quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort, d'avoir un titre de coprésidence et d'avoir de l'exposure comme ça. Par contre, je suis aussi père de 2 belles grandes filles de 11 ans et 14 ans. Ma fille Livia est sourde de naissance. Ma fille Ariane a été frappée par le diabète de type 1 à l'âge de 6 ans. On a été confrontés à un diagnostic de maladie. Par contre, on n'avait pas accès à un organisme comme Leucan. On a eu beaucoup d'aide de nos familles, de partout où on pouvait en prendre, mais on était très bien appuyés. Fait que je pense que d'accepter ce titre-là, c'est de pouvoir redonner, comme nous autres on a reçu. Là. Le défi Tête rasée régionale ouvert à tous se tiendra le samedi 25 mai au Parc des Anglais de Donnacona. Et en nouveauté, un concept original, le défi des patrons se tiendra le dimanche 30 juin au chalet en Boiron. Charles Lessard nous décrit ce défi des patrons. Donc, l'idée derrière ça, c'est de stimuler les employés de tout le comté de Portneuf à mettre leur patron au défi. C'est pas nécessairement le propriétaire d'une entreprise, mais les patrons, ça peut être un superviseur, un directeur, ça peut être un coordonnateur. Donc, tout le monde a un patron à quelque part. Donc, on devrait être capable de cibler quand même beaucoup de monde avec ça. D'ailleurs, un premier patron a accepté de mettre ses cheveux à prix lors de la conférence de presse cette semaine. Steve Paquette, propriétaire de l'entreprise Les Maisons d'Auvergne, voisin des chalets en Boiron sur le rang Saint-Jacques à Sainte-Christine d'Auvergne, a lancé officiellement le défi aux Portneuvois. Les 3 hommes se donnent comme objectif de cumuler 10 000 $ chacun. L'an dernier, l'ensemble de tous les défis Tête rasée dans Portneuf, autant en entreprise qu'individuel, aura permis d'amasser 87 000 $. Le défi Coupe-Couette, initié l'an dernier, a été très populaire dans les écoles secondaires et pourrait se poursuivre. Il faut 12 couettes d'une longueur de 20 cm pour confectionner une perruque aux enfants ou personnes qui perdent leurs cheveux en raison des traitements contre le cancer. On estime à quelque 70 le nombre de familles dans Portneuf touchées par le cancer juvénile et qui reçoivent l'aide de Leucan. Et 2 familles de Donnacona ont accepté de témoigner des services reçus. Anthony, 13 ans, et Charles, 7 ans, les parents, frères et sœurs, doivent adapter leur vie quotidiennement avec la maladie et ses traitements. Écoutons les 2 enfants et leur mère, Julie et Marie-Hélène. J'ai eu un cancer de Hodgkin, puis avec Leucan, ça s'est bien passé. On a eu des activités, on a eu plein d'affaires pour nous amuser, puis c'était vraiment le fun, puis c'est comme une famille. Justement, quand on est arrivé à l'hôpital, nous autres, ça a été long là, avant le diagnostic. Là, ça a été très long même. Puis, ils nous disaient toujours que c'était pas le cancer, etc., etc. Puis, à un moment donné, ben ça l'a tombé. Fait que
sais, quand tu penses que tu l'as pas, puis là, en tout cas, peu importe. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, on a eu le diagnostic, j'ai fait un choc, genre un gros choc. Mais tout de suite après, c'est ça, c'est le camp, là, qui sont arrivés tout de suite, là, puis ils sont comme venus nous mettre une petite bombe, là, puis tu sais, au lieu d'être choquée puis de repousser, tu sais, j'aurais pu être agressive, tout, mais non, ça m'a comme tout enveloppé, puis on dirait que ça m'a aidé ça nous a aidé à surmonter plus. On dirait qu'on sentait qu'il y avait du monde qui était autour puis qui comprenait qu'est-ce qu'on ressentait, là. Puis après ça, c'est ça. Ils nous ont donné un sac là, avec tout ce qu'il fallait dedans, les masques, tout le kit là, pour pouvoir commencer là, comme la chimiothérapie, puis s'en aller avec ça, des livres. Une belle grosse doudou là, qu'Anthony a encore, là, toute moelleuse là, qu'on apportait. J'ai un cancer qui s'appelle je sais pas quoi. On va laisser maman le dire. Puis le camp, ça sert à aider les salles de jeu, à nous aider, là, à faire des messages, puis à prendre bien soin de nous. En réalité, Charles, lui, a un cancer, un lymphome lymphoblastique de type B. On a eu ça en octobre dernier. Comme la famille d'Anthony, comme je lui ai dit, c'est un choc. On ne pense pas que ça va nous arriver jusqu'à temps que ça nous arrive. Puis, je vais renchérir ce que je lui disais. C'est dès le début, nous, on a eu vraiment le soutien de Leucan. Dès les premières heures, c'est vraiment vrai. Ça peut être des choses bien banales, mais que nous, tu sais, quand on était hospitalisés, juste le matin, nous, on devait coucher à l'hôpital avec Charles. Puis dès le matin, le camp fournit le café, c'est niaiseux, mais tu sais, juste d'avoir un petit café le matin pour dire, OK, ça va m'aider à passer ma journée. Puis, fait que juste ça, c'est des petites attentions comme ça qui fait que le camp, pour nous, c'est fantastique. Charles, là, ça facilite sa vie, là, les journées qu'on est à l'hôpital. La salle de jeu, l'animation qu'il y a, lui, ça lui fait plaisir. Là, on s'assit, puis on a du temps pour lui. Avec les animatrices, on joue à des jeux, puis il adore ça. Lui, sa journée à l'hôpital, c'est une journée d'amusement un petit peu. Après ça, il y a Sylvie, sa massothérapeute, qui vient lui faire son massage. Il est tout le temps, oui, je suis disponible, puis peux-tu me faire le dos, peux-tu me faire les jambes? Il adore ça, là. Il s'endort même pendant son traitement à cause du massage, fait que c'est fantastique. Des sorties aussi, on a des offres d'activités aussi en famille. Puis ce que je trouve le fun avec le camp, c'est que, vous dites, c'est ouvert à toute la famille. Sa grande sœur est impliquée. On a eu le soutien à l'école aussi. Charles a réintégré l'école dernièrement. Puis le camp sont venus à l'école, même dans la classe de sa sœur qui était en 4e année. Puis ils sont venus dans sa classe pour faire de la sensibilisation pour les autres amis. Fait que c'est fantastique. C'est ça, dès le début, on a eu le soutien de Leucan, puis on trouve ça extraordinaire. Puis c'est pour ça que Charles voulait s'impliquer aussi pour le défi tête rasée. Puis ses oncles, toute sa famille va s'impliquer. Il y en a une couple qui vont perdre des cheveux. L'Association pour les enfants atteints de cancer Leucan a souligné ses 40 ans en 2018 et compte 9 bureaux régionaux. Son siège social est à Montréal. L'auteure, compositrice, interprète Marie-Mé s'est engagée pour une 2e année à titre de marraine de Leucan, principal bailleur aussi de fonds pour le soutien à la recherche clinique en oncologie pédiatrique au Québec. L'organisme remet près d'1 million de dollars par année pour ce type de recherche. Aujourd'hui, 82 % des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer peuvent espérer grandir et survivre à leur diagnostic. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier qualifie de franc succès le projet de conservation volontaire des milieux humides à proximité de la prise d'eau potable de Cap-Santé et qui a été annoncé le 5 décembre dernier à Cap-Santé. On avait annoncé que 21 propriétaires avaient accepté la caractérisation de leurs terres, des données en fait sur les végétaux, le sol et de nombreuses espèces animales. Le but est de protéger l'eau à la prise d'eau potable des citoyens branchés au réseau d'aqueduc de Cap-Santé, le puits Bertrand qu'on appelle, et de préserver des surfaces boisées pour les serres de Virginie. Depuis cette annonce, l'analyse des données et la production de cahiers explicatifs, 18 autres ententes de conservation volontaire ont été signées, ce qui correspond maintenant à 94 % de la superficie caractérisée. Ces ententes s'ajoutent à celles qui ont été signées en 2016 à Stoneham, Tewksbury. La Corporation
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier souligne que cette participation volontaire des propriétaires forestiers aura un impact positif sur la biodiversité, la qualité de l'eau du bassin versant et sur la sensibilité citoyenne de protéger les milieux humides de ces terres forestières. À Lac-Sergent, maintenant, la mobilisation citoyenne pour la protection de l'eau du Lac-Sergent, initiée par la municipalité en collaboration avec la CAPSA il y a maintenant 1 an, porte ses fruits. Un plan d'action a été dévoilé par le Conseil du bassin versant du Lac-Sergent le samedi 23 février dernier devant une salle comble à la salle du club nautique. On en parle en studio avec le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Bonsoir, M. Bédard. Bonsoir, Michel. Ça va bien? Merci. Ben oui, merci de votre présence. Content de l'évolution en 1 an, justement, de cette mobilisation citoyenne à Lac-Sergent? Je vous dirais, depuis 1 an, on voit l'engouement des gens pour reprendre en main le contrôle du lac, à vouloir l'améliorer. Puis je pense que c'est un signe, là, quand on a une centaine de personnes sur les 500 citoyens qui se présentent en plein mois de février. Ça veut dire que les gens ont un engagement, puis ils ont à cœur la survie de leur lac, puis ils veulent mettre des actions en place pour l'améliorer. C'est cette valeur ce soir que les responsables du conseil puissent pas être présents pour en parler aux autres mêmes, mais je peux vous rapporter un peu là, ce qu'on voit là, qui se développe présentement. Oui. Revenons un peu, il y a 1 an, en fait, vous avez décidé, la municipalité, d'utiliser la mobilisation citoyenne, en fait, comme concept, un peu comme à Saint-Raymond on fait avec... On n'a pas réinventé la roue. On a regardé ce qui se passait ailleurs. Le nouveau conseil est arrivé en place il y a 1 an. On avait l'intention, puis notre mandat, c'était d'améliorer la condition du lac. Quand on commence, la première discussion qu'on a eue au conseil, c'est de dire, OK, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait? Puis le point le plus important, quand on parle d'environnement, ça prend la mobilisation des gens. Il faut qu'ils sachent exactement qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'on fait. Fait que le conseil avait des idées sur certains plans d'action, mais pour le valider, pour s'assurer qu'on était dans la bonne démarche, on a confié le mandat à la CAPSA de mettre en place la table de concertation. Ils ont réuni, il était presque tous les intervenants du milieu. Il y avait une table là, qui a été créée d'une 20aine de personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses heures à discuter. La CAPSA a donné de la formation, a fourni l'encadrement. Ils ont fait la démarche avec l'ensemble des gens pour prioriser, pour arriver à une vision commune de qu'est-ce qu'ils voulaient pour le lac, pour arriver avec un plan d'action final qu'ils ont soumis au Conseil de ville au mois de novembre. C'est sûr que quand ils ont soumis leur plan d'action... Comment vous avez réagi, justement? Bien, disons qu'on a pris connaissance du plan en premier. Quand on voit 70 plans d'action qui arrivent à une ville, la grosseur de Lac-Sergent, qui a 2 employés et demi de façon permanente, tu te dis, OK, on part de où? Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est ce que le conseil suggérait, puis les idées que la ville avait, il y avait un arrimage qui était pas loin d'un match qui était pas mal parfait. Par contre, ce que ça démontrait, c'est qu'il y a des priorités que nous autres, on avait mis plus loin, qu'eux autres ont mis plus proche. Fait qu'on a dit, OK, c'est beau, voici comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on a établi, OK, à cette heure, si on veut le réaliser, quel plan on se donne, quel échéancier on se donne, puis comment on se donne des moyens. Fait qu'au niveau de la ville, ce qu'on a fait pour s'assurer de la pérennité, puis s'assurer que les fonds qu'on dit qu'on va mettre, on va les dépenser, on a créé une réserve financière. Fait qu'on a mis en place une réserve financière auquel tous les citoyens... Depuis 1 an ou... On a commencé cette année. OK, vous avez commencé cette année. Pour débuter, le plan a été déposé au mois de novembre. On a dit qu'il faut se donner des moyens pour commencer à bouger. Fait qu'on a fait une réserve financière que les citoyens payent une partie sur leur compte de taxes. On a pris une partie des surplus de la ville. Puis on a aussi encadré toutes les dépenses qui sont reliées avec le lac. Ça veut dire que tous les gens qui payent des permis pour les bateaux ou autres, ça va aussi dans la réserve financière. Pour dire que c'est pas la ville qui veut charger des taxes aux gens, c'est quand vous payez pour quelque chose, c'est pour améliorer le service que vous avez. Alors c'est un incitatif aussi, là, quelque part. Ça nous donne des moyens pour bouger. Fait que ce que ça nous crée pour cette année, c'est un fonds d'environ 115-120 000 pour commencer. Fait que c'est bien pour partir. Ce qui nous permet de déjà mettre en place certains plans d'action pour l'été qui s'en vient. Comme quoi, par exemple? Là, présentement, on a ce qui est déjà finalisé. On a une station de lavage à bateau qui va être implantée au mois de mai. Fait qu'on va implanter... Obligatoire pour toute embarcation. C'est ça. Je ne dirai pas tout le règlement. Le règlement va être présenté le mois prochain. On va en parler avec les citoyens. Mais ça va être mis en place. Tout ce qui se met à l'eau va passer par la station de lavage. Elle devrait être en place pour le mois de mai, pour le début de la saison.
On a aussi, avec les gens du Conseil du bassin, on va revoir toute la communication qui va. Fait qu'un peu comme il y a au Lac-Sept-Îles sur les meilleures pratiques pour les citoyens vont être remis à chacun. Un guide, en fait. Là, le guide de navigation va être revu. Il a déjà été créé. On va juste le revoir. On va aussi changer la signalisation un peu sur le lac pour améliorer avec cette des bouées, partie-là. Les bouées vont changer un peu de la façon qu'on les fait pour que ça soit plus facile, plus compréhensible, mais aussi que les citoyens soient avisés quand ils mettent à l'eau. Voici pourquoi, puis voici qu'est-ce qu'on fait. Ouais. On a aussi d'autres plans d'action qu'on a. On continue les changements de fosses septiques cette année. L'an dernier, on avait commencé le programme avec le financement municipal. Est-ce que ça a pris? Est-ce que les gens ont ça va très bien. Oui. On a déjà 70 qui ont été faits à l'automne. Sur combien? On avait 118 de ciblés. Quand même. Puis les autres ont tout l'engagement qui vont être faits avant le 30 juin. Ça veut dire cette année, là? Oui, ça veut dire que cette année, les 118 vont être réalisés. On part la deuxième vague du projet cet été pour un 130 autres. Fait que là, le but, c'est que les 130 autres soient mis aux normes, soit pour l'automne, soit pour le mois de juin l'année prochaine. Okay. Fait qu'on commence à travailler avec les gens. Là, les sessions d'information vont avoir lieu au mois d'avril pour expliquer le programme de financement qui est disponible là-dessus. Ça va bien. On a aussi d'autres actions qu'on prend au niveau municipal. Parce qu'en fin de compte, un plan d'action comme qui a été dévoilé samedi, c'est pas le premier qu'on a au Lac-Sergent. Il y en a eu 2 ou 3 par le passé. La seule vraiment grosse différence, puis là-dessus, je lève mon chapeau à la CAPSA, c'est le plan se met en œuvre avec les citoyens. Oui, c'est ça. C'est la grosse différence, c'est que c'est pas le plan de la ville, c'est pas le plan du maire, c'est pas le plan d'un conseiller, c'est le plan pour l'ensemble des gens. Puis chacun a son moisir. Fait que les gens qui ont des idées, comme on l'a dit, on va faire des actions, on ne sera pas parfait à tous les coups, mais l'important, c'est qu'on ait le feedback, que les gens comprennent pourquoi on le fait, puis on avance dans l'amélioration au niveau de l'environnement du lac. Parce que ça touche autant des citoyens de Saint-Raymond, tout près justement là, du lac, et aussi de Sainte-Catherine. C'est ça. Dans le conseil du bassin, on avait des représentants des 2 municipalités qui ont été là. On a eu un soutien assez important de la ville de Saint-Raymond qui sont manifestés. Le conseiller de la ville de Saint-Raymond était avec nous. M. Barrette s'est impliqué largement dans le débat. Ouais. Sainte-Catherine a été un peu plus réservée dans son approche, mais participe. Fait qu'on a leur collaboration aussi. Ils veulent voir un peu où est-ce que ça va déboucher, mais au niveau des citoyens de Sainte-Catherine, on a une bonne participation aussi. Ouais. Et l'ensemble, c'est qu'on a tout le monde du bassin qui est impliqué présentement dans l'amélioration. Oui. Puis le conseil du bassin est formé de qui là, actuellement? C'est un ensemble de bénévoles. Fait que le conseil du bassin, c'est 21 représentants bénévoles qu'on a qui sont présents sur le conseil. Ce conseil-là peut changer. Il y a des membres qui peuvent modifier, etc. Il y a 2 représentants qui représentent un comité d'opération et un comité de communication. Fait que vous avez Mme Julie Laforêt qui a fait la présentation la fin de semaine, qui était là, qui représente la partie communication. Et vous avez Michel Marceau qui est le responsable au niveau des opérations. Mais chacun des 2 groupes représente les 21 membres qui ont travaillé sur l'élaboration du plan. Puis eux autres s'assurent aussi d'aller chercher la communication et le feedback des citoyens pour se garder à jour. Oui, et ça, c'est des gens aussi qui travaillent dans le secteur. Ça peut être des gens, des camionneurs, ça touche en fait... on a exemple, dans les gens qui ont participé, il y avait des représentants du golf. Parce que le golf, on avait les gens de la station du Chêné qui étaient là. Ouais. Par la suite, on avait des représentants qui représentaient des citoyens permanents et des citoyens de résidence secondaire, parce que les 2 n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas tout à fait la même approche au niveau de la résidence. Certains recherchent des choses que d'autres ne recherchent pas. C'est sûr. C'est un peu, c'était s'assurer qu'on a un bon feedback de l'ensemble des gens qui fréquentent le lac. Oui. Il nous reste 2 minutes. Parlons un peu de vos projets. Y a-t-il d'autres projets à Lac-Sergent qui vous tient à cœur? Disons que l'environnement en est un majeur. On travaille présentement. L'an dernier, on a implanté notre forêt nourricière devant la chapelle. On a pris. Oui, c'est vrai. Le lancement officiel de la forêt nourricière devrait être fait pour le mois de juin, juillet. On s'attend à faire une fête là, à la fête, ça va être le parc Notre-Dame-de-la-Paix. Okay. On va faire la fête à la fête de Sainte-Anne au début de juillet. Ouais. On a aussi présentement sous étude, là, on attend quelques confirmations,
il y aurait un jardin communautaire qui se grefferait. Pour s'intégrer en... C'est ça. Fait que si on a les confirmations, il devrait l'avoir pour le mois de mai, sinon ça va être retardé d'un an. Ouais. On travaille à certaines rénovations au niveau du club nautique pour améliorer les facilités. La bâtisse. Fait que là aussi, on a des implications qu'on fait toujours avec nos bénévoles, avec les gens. Le lac, c'est pas une grosse municipalité. On est 500 quelques. On est 500 résidents. À chaque fois que je parle, on a 500 payeurs de taxes qui est présent. Fait que quand on fait de quoi, il faut le faire de façon concertée. Il faut aller chercher la participation des gens. Autrement, ça sera pas abordable pour les gens de faire de l'amélioration au lac. On a certains projets comme ça. On va changer l'éclairage cet été pour mettre ça au DEL. On a, je dirais, il y a plusieurs projets sur la table. Il y en a d'autres qu'on garde pour les prochaines années quand les fonds vont être disponibles. Mais disons qu'on attendait impatiemment le dépôt de la nouvelle taxe d'assises pour pouvoir déposer notre programme. On espère pouvoir avoir, parce que là, on est dans la reddition de compte du programme qui vient de fermer. On avait tout finalisé nos projets. Là, on a une série de projets qui sont prêts à partir. On attend juste d'avoir quand est-ce que les fonds vont être disponibles au niveau de la taxe d'assises pour partir la deuxième vague de projets. Vous vous ennuyez pas? Jusqu'à là, ça va assez bien. On essaie de garder le rythme. Puis, et le climat est bon? L'atmosphère est très bonne. La participation des gens est bonne. Puis je vous dirais, là, il y a une bonne communication qui s'est installée au niveau du lac. On essaie de la maintenir. On sait que les gens, c'est un changement de culture qui s'insère tranquillement pas vite, mais il faut le faire ensemble, puis on communique beaucoup avec le monde pour s'assurer que les gens comprennent c'est quoi l'objectif, puis comment on va y arriver. Yves Bédard, maire de Lac-Sergent, merci beaucoup de cette visite. Merci beaucoup. Bonne journée. L'Association des personnes handicapées de Portneuf lance une campagne de sensibilisation sous la forme de 9 capsules vidéo humoristiques sur la réalité de l'accessibilité universelle des lieux publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. On estime à près de 15 000 le nombre de personnes de Portneuf vivant avec une limitation physique ou une déficience intellectuelle. Les limitations liées à l'agilité et à la mobilité sont les plus présentes. Les problèmes d'audition, d'apprentissage, de mémoire et de vision en affectent aussi plusieurs. L'accessibilité des lieux publics est encore aujourd'hui un problème très présent. En collaboration avec l'Office des personnes handicapées de Portneuf et votre télévision communautaire portneuvoise CJSR, la PHP a conçu 9 capsules vidéo humoristiques d'une durée de 30 à 60 secondes chacune et qui présentent des situations liées à l'accessibilité et des solutions possibles. La conception et la réalisation des capsules sont l'œuvre du communicateur et vidéaste diplômé de l'École nationale de l'humour, Éric Trudel. Une quinzaine de bénévoles portneuvois ont été recrutés pour jouer ou figurer dans ces capsules et tous les tournages ont été réalisés dans la région de Portneuf. Écoutons justement une capsule. Au Centre Nature de Saint-Basile, le lundi 25 février dernier, le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf a présenté son projet de réinsertion sociale intitulé « Défi hivernal » et les 10 participants qui y prennent part dans le cadre d'un après-midi portes ouvertes. En fait, les 10 jeunes hommes âgés entre 17 et 31 ans exécutent des travaux extérieurs depuis le 25 novembre dernier jusqu'au 14 avril pour 20 semaines de 35 heures sur 5 jours semaine.
semaine. On vise l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes en les supportant dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Un projet du genre est en opération depuis plusieurs années dans la Vallée-Bras-du-Nord, le projet En Marche, qui a fait l'objet d'un documentaire. Des travaux ont été réalisés au Parc naturel régional de Portneuf, au Centre nature de Saint-Basile, au Centre vacances Inspiration du Lac-Simon, la ressourcerie et la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, la communauté chrétienne de Saint-Basile, le kiosque de jouets de Saint-Raymond et l'espace carrière Affaires. Le projet a été conçu par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf et est financé par le Centre local d'emploi de Portneuf. Le Centre de formation de Portneuf émettra un diplôme de compétences d'entretien de lieux publics aux participants. Plusieurs entrepreneurs et commerçants de Portneuf ont aussi accepté que les jeunes participent à un stage d'observation dans leur entreprise. Le projet a comme objectif de développer des attitudes et des comportements recherchés par les employeurs comme l'assiduité, la ponctualité, le respect des consignes de sécurité et autres. Les 3 chambres de commerce de Portneuf emboîtent le pas à la Fédération des chambres de commerce du Québec pour favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois. Ce programme qui se déploie en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans l'accompagnement des personnes immigrantes et les instances régionales de Service Québec s'adresse à toute personne ayant immigré au Québec depuis moins de 5 ans et n'ayant pas d'expérience significative dans son domaine de formation, son métier ou sa profession au Canada. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, on vise à faciliter l'arrimage entre les besoins en main-d'œuvre qualifiée des entreprises et les personnes immigrantes se cherchant activement un emploi. La période d'inscription pour toutes les entreprises de Portneuf a débuté cette semaine auprès des 3 chambres de commerce de Portneuf. Un processus personnalisé de pré-qualification des candidats et le soutien pour l'intégration de la main-d'œuvre immigrante seront offerts gratuitement. Un point de rencontre entre les 3 chambres de commerce de Portneuf et les immigrants est prévu le jeudi 9 mai prochain au centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Les immigrants seront invités par la suite à une visite de la région de Portneuf. Pour plus de détails sur le programme, vous pouvez aller au www.emploi-solquebecois.ca. Les actualités culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
Le 8e Zoom Bâton au profit de la maison Mirepi, la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences au centre multifonctionnel de Saint-Raymond samedi dernier, aura permis d'amasser plus de 100 000 $ qui serviront à financer une partie des projets et des services aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants qui ne cessent de croître. Les 104 participants ont dansé au rythme du Zumba pendant 3 heures animés par des pros. 71 160 $ ont été amassés grâce au Zoom Bâton et la Caisse des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine a ajouté un chèque de 30 000 $. Le principal projet est la construction de la maison de deuxième étape qui pourrait voir le jour en 2019. On souhaite ainsi offrir de l'hébergement plus à long terme pour diminuer les refus par manque de place en hébergement de courte durée tout en permettant de désengorger l'hébergement de crise. Actuellement, le taux d'occupation à la maison Mirepi est de 130 %. Cette 8e édition se tenait sous la présidence d'honneur de la notaire Nathalie Renaud et de l'invité d'honneur, l'artiste peintre de Saint-Raymond, Ariane Bussière. Les pompiers de Saint-Casimir et de Saint-Ubalde ont récolté 1 445 $ destinés aux élèves de niveau primaire des écoles Le Bateau Blanc de Saint-Casimir et de l'école La Morelle de Saint-Ubalde pour les aider à payer des sorties ou des activités dans chacune de leurs écoles. Les pompiers ont joué une partie de hockey amicale habillés de tout l'équipement de pompiers. Chaque famille des élèves avait des billets à vendre au coût de 2 $ pour assister à la joute qui se tenait ce samedi 23 février à la patinoire extérieure du centre récréatif de Saint-Casimir. On estime environ 200 le nombre de spectateurs. Tous les profits sont divisés également entre les deux écoles, équivalent à 722 $ pour chaque école. On entend reconduire le même concept d'activité l'an prochain et peut-être en ajoutant d'autres brigades de pompiers du territoire. Le service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond informe la population qu'il est maintenant possible de consulter la programmation des activités des loisirs en version électronique sur le site web de la ville. La version papier est quand même distribuée par la poste à tous les résidents raymondois. Les inscriptions au comptoir ont lieu à la réception de l'hôtel de ville du 13 au 15 mars. À la suite du dégât d'eau survenu à l'école secondaire Louis-Jobin et des dommages causés à l'intérieur de la bibliothèque, le service de lecture municipal est fermé pour une durée indéterminée. Un rappel aux familles dans le cadre de la relâche scolaire que la compagnie de danse Bourrasque présentera à Saint-Raymond le spectacle de danse théâtre Monsieur Bossbot au centre multifonctionnel Roland-Dion ce dimanche 3 mars à 14 h. Les billets sont en vente au coût de 5 $, taxes incluses. Ce spectacle jeunesse nous propulse dans un monde inspiré des profondeurs des mines. D'ailleurs, on écoute un extrait de la vidéo promotionnelle. L'événement pour femmes seulement est de retour pour une 4e année et se déroulera ce vendredi 1er mars au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond à partir de 16 h. L'activité est organisée dans le cadre de la Journée internationale des femmes. La tournée du chanteur Sylvain Cossette s'arrêtera à la salle Luc Plamondon de Donnacona ce samedi 2 mars à 20 h. Les billets sont en vente au coût de 50 $ sur billetech.com. Le déjeuner en musique du club de guitare aura lieu ce dimanche 3 mars à 9h30 au centre L'Ardoise à Saint-Casimir. Vous pouvez réserver votre déjeuner en téléphonant au 88 339 32 30. La Ville de Québec est l'hôte de la 54e finale provinciale des Jeux du Québec d'hiver qui se déroule à partir de ce vendredi 1er mars jusqu'au samedi 9 mars en 2 blocs distincts. 3300 jeunes athlètes se mesureront dans 22 sports répartis sur les 16 sites de compétition. 900 entraîneurs, accompagnateurs et 285 missionnaires entourent les athlètes. 340 officiels majeurs sont attendus et 2500 bénévoles s'impliquent à différents niveaux. 1300 médailles seront remises aux meilleurs. 17 athlètes de la région de Portneuf prendront part aux Jeux dans 8 sports différents.
Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Stéphane, Philippe à la régie, à la caméra et au montage, à Tony à la caméra sur le terrain et au montage. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de l'activité du Club optimiste de Saint-Raymond, l'Optistar au centre de ski Saint-Raymond et du festival MAG à l'aréna de Donnacona qui se tenait en fin de semaine dernière. Alors, bonne semaine et aussi bonne semaine de relâche pour plusieurs d'entre vous. Prêt? Vas-y, go! En préparation, le numéro 49A. Attention, après les vidéos. Même mon pick-up, parce qu'il y en a un. Je ne peux pas écouter comme ça, c'est une prochaine année. Quand il y a une tempête dans l'air, j'ai plus de stationnement. J'inviterai maintenant les 4 joueurs désignés à venir au centre de la glace pour faire la mise au jeu officielle. Okay.